Permettez-moi, pour commencer, de remercier du fond du cœur le professeur Jamal Belkhadir pour son amitié, pour sa constance, pour sa détermination, pour tout le réseau qu'il essaye de maintenir entre nos pays d'Afrique subsaharienne, les pays du Maghreb, et puis aujourd'hui, un peu plus loin, nos amis, on va dire, de la région globale de la MENA. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on revient ici, partager les données, partager les idées, partager les expériences. Merci. La Guinée particulièrement dont je viens, c'est une petite digression peut-être, doit beaucoup au Maroc. Lorsque la Guinée récemment a été frappée par l'épidémie Ebola, beaucoup de frontières se sont fermées pour les compatriotes guinéens. Le Maroc a su garder les portes ouvertes. Le Maroc, avec Air France, ont été une des rares compagnies qui ont maintenu leur vol sur Conakry et qui ont aidé la Guinée à se sortir de cette terrible épidémie. Donc merci, c'est avec grand plaisir, je ne suis pas un politicien, que j'ai remarqué que le Maroc est venu taper à la porte de la CEDEAO et je pense que le Maroc nous apportera son dynamisme et c'est vraiment avec grand plaisir que nous sommes ici. Mesdames et messieurs, comme tout le monde, on nous a donné peu de temps pour parler du diabète. L'histoire du diabète en Guinée est courte, relativement courte par rapport à d'autres pays qui se sont exprimés ici, avant nous. Je voudrais raconter l'histoire d'une jeune fille, Bilguissa. Bilguissa, que vous voyez avec son père en haut, est une jeune enfant qui a été découverte diabétique lorsqu'elle était adolescente. Bilguissa a survécu au diagnostic de son diabète. Bilguissa a mené des études. Bilguissa a passé le bac, a obtenu le bac il y a maintenant un peu plus d'1 an et maintenant fait des études de médecine. Bilguissa va devenir médecin. La chance qu'a eue Bilguissa est quelque chose d'exceptionnel pour la majorité de nos pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui encore, les enfants qui ont un problème de diabète ont vraiment beaucoup de soucis à se faire parce qu'il y a des difficultés au niveau du diagnostic. Beaucoup de ces enfants meurent avant le diagnostic. Il y a des difficultés d'accès au traitement, y compris aux insulines les plus courantes. Et il y a de plus en plus, dans les rares pays où ces 2 premières barrières ont été surmontées, des problèmes de qualité de traitement. En effet, si vous regardez cette courbe, elle est représentative de ce qui se passe dans la majorité des pays de notre région. Lorsque rien n'est fait, on a très peu d'enfants diabétiques en général, et dès que vous mettez des mesures relativement simples, que je vais détailler tout à l'heure, vous voyez une courbe qui monte comme ceci. Et la question qu'on se pose tous, c'est où est-ce que cette courbe va s'arrêter? C'est vrai qu'il s'agit incontestablement d'un problème de concentration de patients par défaut d'accès des soins. Mais cette courbe continue. Et pour les pays qui ont commencé avant nous, cette courbe continue à croître. Et pour des collègues, par exemple, comme au Cameroun, qui ont regardé de manière plus précise l'étiologie de ces diabètes-là, ils observent de manière très claire ce qu'on a vu chez l'adulte, c'est-à-dire des diabètes qui ne sont pas des diabètes de type 1. Et nous le voyons en Guinée. La preuve simple est que vous avez ces enfants que vous perdez de vue. Pour certains, ils n'ont plus d'injection d'insuline pendant des semaines. Ils vous reviennent en cétose parfois, en hyperglycémie toujours, mais ils sont vivants. Donc ça signifie bien que ce n'est pas des types 1 simplement. Ce programme pour la Guinée qui a eu la chance de le lancer a été lancé il y a maintenant, vous avez vu, 7 ans. Nous avons principalement donné de l'insuline, des glucométeurs, donné de l'accès à l'hémoglobine glyquée, formé des collègues pédiatres. Il y a encore très peu de pédiatres qui s'y intéressent. Et vous avez vu former le personnel, notamment à l'utilisation de l'insuline. Cette formation a été réalisée avec les standards actuels et nous saluons en cela l'appui exceptionnel que nous avons reçu de l'ISPAD et notamment du professeur Jean-Jacques Robert et de Karine de Beaufour qui nous ont aidés en cela. Le fait de s'occuper de ces enfants nous a permis de regrouper des données qu'on peut qualifier de registres, même s'il y a des problèmes d'accès, j'insiste. Des données qui ont permis de voir qu'avec des insulines classiques, on arrive à obtenir des résultats dont on n'a pas à rougir. Mais des données qui nous ont permis aussi de comprendre qu'il y a
bien des problèmes au-delà de l'accès à l'insuline. La mortalité reste importante, notamment au domicile, par des problèmes d'hypoglycémie. Je n'ai pas le temps ici de détailler tout ce qui est derrière, mais je peux vous dire que nous analysons ces données avec beaucoup d'attention, dans le sens de comprendre le profil des enfants qui survivent par rapport aux enfants qui meurent. Ces données nous ont permis de constater aussi une réduction des problèmes de retard de croissance et de retard pubertaire que ces enfants avaient. La Guinée, heureusement, ne fait pas partie de ces pays où ces enfants sont stigmatisés, où ces enfants n'ont pas accès au mariage, où les parents cachent que les enfants sont atteints de diabète. Incontestablement, les difficultés médicales que nous avons ont un lien avec les difficultés sociales. La plupart des enfants pour lesquels nous sommes en échec d'équilibre sont des enfants qui ont des soucis d'environnement importants. Ce sont des enfants de familles monoparentales, de parents très peu éduqués, qui n'ont pas accès à l'école, etc. Et vous touchez du doigt les limites de ce que le système sanitaire tout seul est capable de faire. Il y a des problèmes à l'école et on a des problèmes de stigmatisation à l'école. Ces enfants nous rapportent que leurs camarades ne veulent pas jouer avec eux, que leurs camarades pensent qu'en mangeant avec eux, ils vont attraper le diabète. Il y a des problèmes de santé de la reproduction. Ces enfants sont actifs sexuellement. Ce sont des adolescents pour l'essentiel ou des post-ados. Et il y a des catastrophes en termes de grossesse lorsque ces grossesses surviennent chez ces post-ados et chez ces jeunes adultes. Ça rejoint les problèmes qui ont été évoqués ici. Mais je veux dire que globalement, pour avoir eu la chance d'avoir ce programme, on a sauvé un nombre important d'enfants, on a multiplié par plus de 10 le nombre d'enfants, on a accru le nombre de personnels formés, mais il reste encore des challenges absolument importants, parmi lesquels, évidemment, comme ce qui a été dit ici, la formation du personnel. La situation que je vous ai présentée de l'enfant, c'est exactement ce que nous avons chez l'adulte. Voici les données concernant les statistiques d'hospitalisation. Je vous disais que la diabétologie est récente en Guinée. On a commencé à avoir une unité spécialisée en 1996. Regardez l'allure de la courbe. Il s'agissait de données de Conakry. Ceci nous a conduit impérativement à décentraliser l'offre de soins. Nous avons ouvert donc de ce fait des unités à travers le pays. Et vous voyez les endroits du pays où il y a aujourd'hui un accès à des équipes spécialisées qui ne font que du diabète et qui ont en moyenne une dizaine de lits avec 7 à 8 personnels de santé. Évidemment, comme vous l'avez vu, il y a un déséquilibre majeur de la distribution du personnel. Conakry, la capitale, a l'essentiel de tout le personnel médical qui existe pratiquement dans le pays. Et quand vous regardez, vous constatez aussi que la proportion de médecins présents en Guinée et exerçant en Guinée est extrêmement faible par rapport aux autres types de personnel sanitaire. D'où l'urgence absolument à trouver des moyens de former ce personnel paramédical, de lui donner les compétences et les capacités pour permettre de faire face à cette épidémie. Il n'est pas question de couvrir le pays ou le continent avec que des médecins. Nous n'avons pas suffisamment de médecins, nous n'aurons pas suffisamment de spécialistes demain. De manière plus générale, vous savez que ce diabète s'inscrit dans les maladies non transmissibles. La Guinée a une enquête STEPS, comme beaucoup d'autres pays, dans laquelle nous avons regardé un certain nombre de déterminants. Cette enquête n'est pas nationale, elle est limitée à un quart du pays, comme représenté ici. Nous avons visité près de 2500 ménages dans lesquels les familles ont été tirées au sort de manière aléatoire et dans la famille, la personne qui a été enquêtée a été tirée de manière aléatoire. J'ai eu l'honneur de coordonner cette enquête et comme partout, vous voyez que le diabète augmente avec l'âge. Bien sûr, il n'y a aucune surprise à cela. Et quand on rapporte les chiffres que nous avons à la population guinéenne de l'époque, vous voyez la quantité de patients que ça représente. 130 000 diabétiques pour 64 personnels de santé qui ont des compétences dans le diabète. Vous voyez le ratio. Et pire, quand vous regardez ceux qui ont accès au diagnostic, ce n'est qu'une minorité, 25%. Ceux qui ont accès au traitement parmi ceux qui sont diagnostiqués, c'est 50%. Et ceux qui sont à l'équilibre, c'est encore moindre. Voilà, mesdames et messieurs, les challenges en termes de santé publique auxquels nous devons faire face.
Comme le diabète est relié aux maladies non transmissibles, on ne fait pas mieux au niveau de l'hypertension. Mon collègue Alioune Camara a publié nos données de l'enquête STEPS sur le bras hypertension et vous voyez les mêmes soucis. Quand on regarde les facteurs de risque ensemble, ces facteurs de risque qui sont les déterminants des maladies non transmissibles, vous constatez que le nombre de Guinéens qui n'ont aucun de ces facteurs de risque est extrêmement faible. Ça signifie que les activités de prévention doivent concerner toute la population. Quand vous regardez l'association de plus de 3 facteurs de risque dans une population un peu plus âgée, vous voyez qu'ils sont importants et dès lors, on comprend pourquoi, à la découverte du diabète déjà, nous avons autant de complications, pourquoi nous avons autant d'atteintes cardiaques chez les sujets diabétiques que nous suivons et pourquoi nous gardons cette mortalité importante qui associe à la fois les problèmes métaboliques et les problèmes infectieux. Quand on interroge les patients sur les raisons de leur retard à la consultation, vous voyez qu'un des problèmes qui arrive en premier, c'est le coût, et le deuxième problème, c'est la distance. Le coût pourra être résolu peut-être par les problèmes par la philosophie actuelle dans laquelle on va de dire qu'il faut la couverture médicale universelle. Beaucoup de nos États se sont engagés sur ce chemin-là, même si le financement ne paraît pas évident. Et la distance ne devra être réduite que par la décentralisation qu'il faudra amplifier. Quand on regarde ce qui a été fait de ces données-là, nous avons mis en place le programme maladies non transmissibles en Guinée, dont voici les documents, voici les principales activités qui ont été faites avec une réponse intégrée dans laquelle, au niveau le plus périphérique du système de santé, on essaye de mettre ensemble la détection et la prise en charge de diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, du tabagisme et de l'excès de poids. Voici les algorithmes que nous utilisons. Et on peut dire en gros que si nous avons mis en place ce plan et des experts et testé leur efficacité sur quelques régions, de manière globale, il y a du chemin encore à faire en termes de financement et en termes de mise en œuvre d'une approche intersectorielle dont vous mesurez bien l'importance. Je vais passer très vite sur les données qui sont actuellement en train d'être colligées. Je vous donne quelques flashs pour vous dire les domaines dans lesquels nous travaillons. Avec les collègues du Cameroun, nous avons eu un projet Bridges dans lequel nous avons donné accès à l'hémoglobine glyquée et sans qu'on n'ajoute rien d'autre, le principe était donner accès à l'hémoglobine glyquée, éduquer les patients par rapport à la signification de l'hémoglobine glyquée et sans rien ajouter d'autre par ailleurs, vous allez améliorer leur équilibre glycémique. Et c'est effectivement ce que nous avons observé ici. Vous voyez qu'en moyenne, on réduit de 1,45% l'hémoglobine glyquée sans rien ajouter d'autre que mettre de l'hémoglobine à disposition, hémoglobine glyquée, et éduquer les patients à son utilisation, à son interprétation. Le deuxième problème, c'est un défi colossal que tous nos pays ont. Mais d'où vient cette explosion de diabète? Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est l'environnement? La Guinée fait partie des pays représentés ici, en Afrique, qui s'attaquent à cette question de manière extrêmement vigoureuse. Nous recueillons des données sous la supervision de notre collègue Aïcha Motala d'Afrique du Sud et nous espérons très prochainement avoir partagé ces données à l'échelle mondiale. Enfin, vous savez que ces maladies-là sont liées aux problèmes de maladies infectieuses, et notamment de VIH. Nous avons écouté tout à l'heure le professeur Abodo, mais également de tuberculose. Nous travaillons avec d'autres pays africains à définir des algorithmes les plus appropriés pour la prise en charge de ces maladies-là qui sont évidemment impliquées. Je voudrais pour terminer dire quelques mots de IDF Afrique, dont je suis le chair elect. Nous avons 2 associations en Guinée, la Fondation qui est plus récente et puis donc l'AGEAD qui est beaucoup plus ancienne et qui est membre de la Fédération internationale du diabète. Voici les principales activités auxquelles nous participons, qui sont les activités classiques de la Fédération internationale du diabète. Et donc, nous aidons les jeunes, l'éducation, etc. Tous les programmes IDF, en gros, les plus courants, nous participons. Ce qu'on peut dire, c'est que au-delà de cela, il me semble qu'à l'échelle locale, nous devrons essayer de refléter cette intersectorialité dont on a besoin.
Les associations du diabète ne peuvent pas rester dans leur coin. Je pense que nous devons tendre la main aux associations pour l'hypertension, pour le cancer, etc. Nous avons besoin de travailler beaucoup plus ensemble et c'est ce que le professeur Belkhadir et d'autres nous aident à faire. Et puis, nous avons besoin de gagner en influence parce que l'influence que nous avons actuellement est très visiblement insuffisante. Les priorités que j'essaye de coordonner avec mes aînés des différents pays de cette région sont les suivantes. Nous les avons discutées et dans les prochaines années, voici les domaines dans lesquels nous voulons nous investir davantage. Que dire pour conclure? Que l'histoire de la diabétologie en Guinée est récente, qu'il y a indéniablement des progrès qui ont été faits, mais que les défis restent nombreux. La priorité n'y est pas, même si dans les discours, nous avons encore cela. Mais les discours ne sont pas traduits encore dans la réalité, pour l'essentiel. Nous avons des problèmes de données. Si on veut avoir une médecine personnalisée, adaptée, contextualisée, il nous faut des données. Nous avons des problèmes d'accès et de qualité de soins. Et pour résoudre tout cela, je pense qu'une des armes les plus importantes, c'est la mobilisation sociale qui doit être de très, très grande envergure. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre bienveillante attention.